Bien, bonjour ou rebonjour à tous. C'est un très grand plaisir pour moi que de vous présenter Pierre-Henri Tavoyot, qui est un de nos meilleurs philosophes et par ailleurs un de mes amis. Nous sommes connus à la fin du siècle dernier, lui et moi, parce qu'il participait avec la gentillesse et l'acuité qui le caractérisent au séminaire que j'animais avec mon ami Luc Ferry, un séminaire qui a donné lieu à la publication d'un livre en 1998 qui s'appelait « La sagesse des modernes ». Mais bon, revenons à Pierre-Henri. Donc Pierre-Henri est né en 1965 à Saint-Étienne. Il enseigne la philosophie à ce qu'on appelle maintenant Sorbonne Université, avec un S. J'y vois un anglicisme un peu curieux pour une faculté de lettres. Anciennement Paris-Sorbonne, encore plus anciennement Paris 4, où il s'occupe notamment de la formation tout au long de la vie. Il est président du collège de philosophie. Alors, après une thèse très savante sur Kant et la querelle des Lumières, Pierre-Henri Tavoyot s'est fait connaître d'un plus vaste public, d'abord par ses travaux sur les âges de la vie, notamment un livre, Philosophie des âges de la vie, pourquoi grandir, pourquoi vieillir, Grasset 2007, et aussi de façon plus pittoresque par un best-seller qu'il a écrit avec son frère François, lequel est apiculteur. Le livre s'appelle L'abeille et le philosophe, étonnant voyage dans la ruche des sages, qui porte sur la place énorme de l'abeille et du miel dans l'imaginaire et parfois dans la pensée des philosophes. Avant de revenir à ses amours de jeunesse, puisqu'au fond il a étudié les sciences politiques et l'histoire avant de passer la question de philosophie, avant de revenir à ses amours de jeunesse et à son cœur de métier, qui est la philosophie politique. Ce qui aboutit en 2019 à un livre très important dont nous parlerons aujourd'hui, Comment gouverner un peuple roi, sous-titré Traité nouveau d'art politique. Le paradoxe, pour tout vous dire, c'est que je crois que c'est le premier nom qui m'est venu en tête quand je me suis demandé qui inviter à nos déjeuners. Ça a été le nom de Pierre-Henri, mais pour un autre livre, parce qu'il venait de publier La morale de cette histoire, c'est le titre du livre, sous-titré Guide éthique pour temps incertains. Or, il se trouve que nous avons choisi pour cette année de réfléchir sur l'incertitude autour du thème puissance de l'incertain. Et donc, Guide éthique pour temps incertain, je me suis dit, mais c'est formidable, on va inviter Pierre-Henri. Et puis, en en reparlant avec Jean-Claude et Thomas, nous avons eu le sentiment que, d'une part, les temps n'étaient pas moins incertains en matière politique, c'est le moins qu'on puisse dire, et que d'autre part, il y avait peut-être plus d'urgence à réfléchir sur la politique aujourd'hui que sur la morale. Et donc, nous lui avons demandé de poser devant nous la question qui fait le titre de son livre, Comment gouverner un peuple roi ? De poser la question, et si tu veux bien, Pierre-Henri, d'y répondre, puisque contrairement à la tarte à la crème que j'ai trop souvent entendue, il est absolument faux qu'en philosophie, ce soit les questions qui importent. Enfin, les questions importent, mais il est faux que ce soit seulement les questions qui importent. On reconnaît les grands philosophes à la qualité des réponses qu'ils apportent aux questions qu'ils se sont posées. Ce qui n'empêchera pas Pierre-Henri, bien sûr, s'il le souhaite, d'évoquer aussi en passant la question morale. Alors, sur vos tables, il se trouve qu'il y a une rupture de stock apparemment chez l'éditeur, donc on comptait offrir à tout le monde le livre sur la morale. Il n'y en avait pas assez. Thomas, gentiment, est allé à la FNAC. Il n'a pu trouver que quelques exemplaires du livre sur la politique. Donc, selon le hasard de la disposition des uns et des autres, vous aurez l'un ou l'autre des deux livres. Croyez-moi, les deux sont absolument admirables. J'ajoute un dernier mot. Que ce soit sur les âges de la vie, sur la politique ou sur la morale, Pierre-Henri a le courage et le talent de s'adresser au grand public cultivé, plutôt qu'à nos collègues. Mais il le fait sans renoncer
ni à la rigueur, ni aux connaissances que la philosophie savante mobilise. Autrement dit, il essaie de s'adresser au grand public cultivé, c'est-à-dire au fond à nous tous, tout en restant fidèle aux exigences de sa discipline qui lui permettent justement de rester estimé par ses pairs. Disons qu'il s'efforce de rendre la philosophie populaire. À l'Institut Diderot, on ne peut qu'évoquer cette formule que j'ai souvent citée de Diderot, « hâtons-nous de rendre la philosophie populaire ». Il s'efforce, comme Diderot, de rendre la philosophie populaire sans renoncer aux exigences de la philosophie savante. Et comme c'est un exercice que j'ai beaucoup pratiqué moi aussi, je sais à quel point il est difficile, nécessaire et méritoire. Donc pour ça aussi, Pierre-Henri, merci. Mais merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Tu as donc 45 minutes pour répondre à la question qui fait le titre de ton livre, « Comment gouverner un peuple roi ». Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette invitation, et alors plus encore pour cette présentation, parce que si effectivement le travail de rendre la philosophie populaire, je l'ai chevillé au corps, comme disent les politiques aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu de bons maîtres, et André en fait partie. Effectivement, ce souci de faire en sorte que le débat public se nourrisse de la réflexion philosophique. Et c'est vrai que c'est un exercice difficile, c'est un exercice même un peu frustrant, parce que on travaille parfois beaucoup pour quelques lignes dans un livre, et puis on a le sentiment qu'on pourrait encore aller plus loin dans la clarification. La philosophie populaire, c'est pas rendre la philosophie simple, c'est rendre la philosophie claire, mais elle reste tout aussi exigeante. Comment gouverner un peuple roi? Bon, alors, j'ai 45 minutes, on va essayer de sauver la démocratie, mais je compte sur vous pour m'y aider. Et je commencerai par, en général, ce par quoi on finit. La démocratie est un régime déceptif, absurde et incompréhensible. Voilà. Mettons-nous d'emblée d'accord avec cette formule pour vraiment partir de ce par quoi, en général, on se termine. On termine en râlant, en disant que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas bien. Commençons par ça. Pourquoi c'est un régime déceptif? Parce que la démocratie nous promet évidemment beaucoup. En France, elle nous promet de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. On a même dit parfois le bonheur. Soyons clairs, nous ne serons jamais totalement libres, jamais parfaitement égaux et jamais totalement fraternel. Quant au bonheur, ça reste une idée neuve, et ça reste une idée neuve pour très longtemps. Donc, nous sommes déçus. Donc, nous sommes voués à être déçus. Et peut-être tant mieux. Premier point. Deuxième point, c'est un régime qui est un régime absurde. Il faut être clair. Ce régime de gouverner un peuple droit n'a vraiment aucun sens. La plus belle métaphore, sans doute, de la démocratie, je la tire des aventures du baron de Munchausen. Vous connaissez ce baron germanique auquel il arrive des aventures extraordinaires. C'est un baron vantard. Et un jour, ce baron raconte qu'il est fait une promenade dans la forêt avec son cheval. Et il se trouve face à un lac assez important, mais il décide de franchir allègrement ce lac. Donc il prend beaucoup d'élan avec son cheval. Alors il y a deux versions d'ailleurs. La première version, il saute, et puis il s'aperçoit qu'il ne va pas y arriver. Alors il tourne bride en plein saut et il revient sur le bord. Ça veut vous dire le caractère fantaisiste de l'opération. Deuxième tentative, il prend encore plus d'élan, il saute et plouf, il tombe dans l'eau. Et il s'enfonce, semble-t-il, inexorablement jusqu'à ce qu'il ait l'idée géniale de se prendre par les cheveux et de se sortir hors de l'eau. C'est évidemment totalement absurde et c'est exactement la démocratie. Comment un peuple se sort du pétrin dans lequel il prend un malin plaisir à se mettre en se tirant lui-même par les cheveux, tout seul? Comment gouverner un peuple roi? Le truc n'a aucun sens. Mais quand on y réfléchit avec un peu de recul historique, est-ce que les solutions d'avant avaient plus de sens? Se confier à des grands ancêtres qui avaient tout pensé, tout conçu. Penser qu'il y a une transcendance qui irradie l'autorité à laquelle nous allons nous soumettre. Penser qu'il y a une harmonie naturelle des choses dans laquelle, finalement, au bout du compte, comme disait Candide, tout est bien et tout ira bien.
Au fond, la solution démocratique, dans l'éventail des solutions possibles de la légitimité d'un pouvoir, n'est pas plus absurde que tout ce qu'on a expérimenté par le passé. Comme disait Churchill, le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Donc c'est un régime qui est profondément absurde de ce point de vue-là. Mais si on va encore plus loin, c'est un régime qui est totalement incompréhensible. La plus belle définition de la démocratie, sans doute, est celle prononcée par Lincoln pour la commémoration de la bataille de Gettysburg en 1863. « Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Magnifique. Quel souffle. Tellement magnifique d'ailleurs que nous, Français, nous l'avons incorporé et mis dans notre Constitution à partir de la 4e République, date à laquelle d'ailleurs notre République devient officiellement une démocratie. Avant, elle ne l'était pas. Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Formidable. Mais une fois l'effet de souffle de l'admiration passée, prenons les deux termes. Qu'est-ce qu'un gouvernement et qu'est-ce qu'un peuple ? Et là, en effet, les choses se compliquent. Qu'est-ce qu'un gouvernement ? C'est le problème de fond de toute la philosophie politique depuis son origine. Rien que ça devrait nous plonger dans un abîme de perplexité. Qu'est-ce que gouverner ? Et on pourrait répondre à cette question. La question directrice de tout gouvernement, c'est une question qui va nous faire hurler. Comment susciter l'obéissance volontaire ? Voilà. C'est un gouvernement. Comment est-ce qu'on suscite de l'obéissance volontaire ? Et ça choque nos mentalités de démocrates parce qu'on se dit, mais non, la citoyenneté, c'est pas l'obéissance. La citoyenneté, c'est même plutôt d'ailleurs un peu la désobéissance. Il faut dire non, il faut se révolter, il faut être insoumis, comme disent certains. Non, la citoyenneté, c'est l'obéissance. Simplement, il ne faut pas confondre obéissance et servitude. C'est Rousseau qui le dit. Un peuple libre obéit mais ne sert pas. Il a des chefs mais il n'a pas de maître. C'est très profond cette idée. Sans obéissance, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Obéir au sens étymologique du terme, c'est ob audire, prêter l'oreille. Prêter l'oreille. Je prête l'oreille, je ne donne pas ma volonté. Je prête mon oreille, mais je ne donne pas ma volonté. Et je prête l'oreille, c'est-à-dire au fait qu'il y a des autres autour de moi, et puis du réel. C'est-à-dire qu'il faut que je réfrène un peu mon ego. Voilà. La servitude, c'est la soumission. La servitude, c'est se transformer soi-même en chose. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, la servitude volontaire. Mais le gouvernement, c'est ce qui produit de l'obéissance volontaire. Et ça, pour un démocrate, ça a du mal à passer. C'est-à-dire que, voilà, dans un régime qui clame la liberté, y compris la liberté individuelle, penser qu'on doit être un peu obéissant est assez problématique. Pourtant, nous venons d'en faire collectivement l'expérience pendant près d'1 an. Nous avons été très obéissants, y compris d'ailleurs avec des mesures qui nous paraissaient absurdes. Franchement, pour des Gaulois réfractaires, on n'est pas mauvais comme démocrate. Ça, c'est le premier problème. Le problème, qu'est-ce qu'un gouvernement ? Et à lui seul, vous avez bien conscience, c'est une immensité de réflexion abyssale. Mais le deuxième problème est encore plus compliqué. Qui est le peuple ? Alors là, on est quand même vraiment dans l'impasse. En général, les choses se passent comme ça. Le peuple a une sorte de coloration d'évidence, c'est-à-dire que qui est le peuple ? Enfin, on le sait, on va sortir dehors, et puis on va interroger, on va le rencontrer, le peuple, on va lui serrer la main, comme les politiques. Il sera sur les marchés, il sera peut-être sur les ronds-points. On le verra, le peuple. Et puis évidemment, à force d'aller sur les ronds-points, sur les marchés, on verra sans doute du peuple, mais certainement pas le peuple. Très déçu, on rentre chez soi. Et on se dit, bon, on n'est pas capable de trouver qui est le peuple, mais on peut peut-être identifier qui sont les ennemis du peuple. Ah, ça marche beaucoup mieux. Et on va les identifier, en effet, on va dire ce sont les énarques, ce sont les immigrés, ce sont les pauvres, ce sont les riches, peu importe. Et la liste va être tellement importante à identifier tous ces ennemis du peuple qu'au bout du compte, eh bien, on sera tout seul. Et on dira à ce moment-là, le peuple, c'est moi. Le peuple, c'est moi, ma personne est sacrée, je suis le peuple. Et puis, bon, on y croira un petit peu jusqu'à ce que, de nouveau, ça dysfonctionne et on repart pour un tour. Donc cette question, qui est le peuple dans une démocratie, qui est quand même la question clé, c'est-à-dire que la démocratie, c'est le peuple roi. Et on n'est pas capable de définir ce peuple.
Comment essayer d'y parvenir? Alors là, en l'occurrence, c'est effectivement une tentative de réponse que je vous propose. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je crois qu'on ne peut pas en faire l'économie pour y parvenir, pour essayer de penser un tant soit peu la démocratie. Mais avec l'idée que cette réponse doit être un tant soit peu opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle nous serve à quelque chose, que ce ne soit pas, comme on dit, simplement une réponse de philosophe. Alors, nos régimes sont conçus sur une idée de base, qui est l'idée du pluralisme de peuple. Le peuple a plusieurs visages, et c'est en ce sens que nos régimes peuvent être qualifiés de libéraux. Les libéraux avaient comme hantise, avec le spectacle notamment de la Révolution française et de la période terroriste de la Révolution française, que le peuple unique, que le peuple substance, que le peuple que l'on connaît, eh bien ce peuple peut nous produire un pouvoir absolu, encore pire que l'absolutisme passé. Parce que l'absolutisme des rois avait cet avantage qu'il était limité par la transcendance. Et puis Dieu est absent, ce qui est un avantage. On peut toujours... voilà. Et que le peuple, il est là. Et donc ceux qui se déclarent du peuple peuvent imposer une dictature sans aucune limite. D'où le fait que les libéraux disent non, non, nous allons envisager plusieurs figures, plusieurs visages du peuple. 3, au fond, qu'on peut résumer extrêmement simplement. Le peuple, c'est d'abord les gens qui vivent ensemble et qui tissent entre eux des liens de travail, d'amitié, d'affection ou de concurrence. C'est ce qu'on peut appeler le peuple-société. Ceux qui vivent ensemble. Ça ne suffit pas pour faire un peuple. Parce qu'on peut, comme on dit aujourd'hui, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, on peut vivre à côté, côte à côte, face à face, mais en totale indifférence. Ça ne fait pas un peuple. À côté de ce vivre ensemble, il faut du vivre en commun. C'est-à-dire pas seulement vivre ensemble, mais vouloir vivre ensemble. Vivre en commun, c'est-à-dire avoir un passé commun, des souvenirs communs, avoir un présent commun, c'est-à-dire des institutions, des lois, des règles du jeu, et avoir, si possible, une perspective, un avenir, un horizon commun. Ça, c'est le vivre en commun, ce qu'on peut appeler le peuple-État. Pourquoi le peuple-État à côté du peuple-société? Parce que ce peuple-État, c'est ce qui dure. État, c'est ce qui dure. Voilà. Le commun, c'est ce qui dure, donc il y a un passé, un présent et un avenir. Donc vous avez déjà 2 peuples, peuple-société, peuple-État, puis il y en a un troisième, vivre ensemble, vouloir vivre ensemble et discuter ensemble de la manière dont on veut vivre ensemble. C'est ce qu'on peut appeler le peuple-opinion ou l'espace public. Voilà. 3 figures de peuple. Et nos régimes sont construits sur ces 3 figures de peuple avec le secret désir que ces 3 peuples vont coexister, vont se concurrencer, vont se auto-limiter. C'est ça l'idée des libéraux. L'idée des libéraux, c'est vraiment l'idée de faire en sorte que plusieurs figures, se divisant, se contrôlent également. C'est peut-être là où ces penseurs libéraux, malgré leur puissance, ont été peut-être un peu optimistes. Parce que certes, ces 3 peuples existent, mais chacun de ces 3 peuples a le secret désir de dévorer les 2 autres. Et vous allez avoir une sorte de présentation ici de toutes les pathologies, peut-être pas mortelles, mais chroniques, des démocraties contemporaines. Prenons le peuple-État. Ce peuple-État a le désir très puissant de dévorer le peuple-opinion, l'espace public. Ça s'appelle la propagande. Et puis, il peut avoir le désir très puissant de dévorer le peuple-société, c'est-à-dire nos espaces privés, de nous dire exactement ce qu'il faut faire, quel est le bon bonheur, le vrai bonheur, jusqu'à peut-être dissoudre la vie privée. Ça, c'est dans le modèle totalitaire. Plus le privé, tout est public, tout est politique, comme on disait jadis. Donc vous avez le peuple-État qui dévore le peuple-opinion et le peuple-société. À l'inverse, vous pouvez avoir le peuple-société qui va tout manger. Il va manger l'espace public va être un lieu de divertissement, où il faut gagner du temps de cerveau disponible, comme on disait. Ça peut être un lieu où on peut aller plus loin, on peut faire en sorte que le privé dévore la sphère publique. On peut la dévorer de plein de manières, de dire la sphère publique c'est le lieu de la concurrence des intérêts, les lobbies, ou c'est le lieu d'une politique compassionnelle,
d'une politique de l'émotion, d'une politique où, effectivement, on demande d'abord à nos présidents de pleurer, d'être compassionnés à l'égard de la misère du monde. Deuxième dérive possible. Et puis, vous avez une troisième dérive possible, alors qui n'était pas prévue. Privatisation d'un côté, propagande de l'autre. C'est que le peuple opinion lui-même pouvait dévorer les deux autres. Voilà. Ça, ce n'était pas prévu. C'est les nouvelles technologies qui font qu'effectivement, nous donnons très volontiers ce qu'on appelle, comme par hasard, des données, et qui rapportent formidablement beaucoup. Donc, plus rien de privé. Nous donnons à l'espace privé. L'espace privé, en quelque sorte, dévore notre vie privée. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on peut effectivement exiger, alors ça, très très difficile pour nous à le penser, exiger de l'État qu'il ne nous cache rien. C'est ce qu'on appelle la société de transparence. Ça paraît sympathique, comme ça. C'est-à-dire, on nous cache des choses, nous voulons tout savoir, nous sommes un peuple roi, nous avons le droit de tout savoir. Et nous avons tous ce mot de transparence à la bouche en disant « oui, c'est bien ça, il faut ça ». Jusqu'à ce qu'on réfléchisse un tout petit peu et qu'on se dise cette transparence-là peut être périlleuse. Cette transparence-là n'est pas la publicité des Lumières. La publicité des Lumières, c'était celle des l'ombre, enfin celle des Lumières, l'espace public, et comme on sait, quand il y a de la lumière, il y a toujours un tout petit peu d'ombre. Et c'est tant mieux. Juste un petit exemple pour montrer cette idée de transparence, quelle mesure elle peut être nocive. Il y a 2 ans, j'avais été invité pour les Nuits de la philosophie, qui est ce soft power de la diplomatie française, à Taïwan. Et à Taïwan, j'ai rencontré une personne formidable qui s'appelle Audrey Tang et qui est la ministre du numérique de Taïwan. Alors, Audrey Tang a cette particularité qu'elle est transgenre, donc elle a changé de sexe. C'était un geek qui est devenu une ministre. Et entre-temps, elle a été une personnalité extrêmement active dans la révolution taïwanaise, c'est-à-dire le moment où Taïwan est devenu une démocratie luttant contre le régime hérité de Chiang Kai-shek. Et elle l'a fait en utilisant sa technologie de geek. Il y a eu un moment, un épisode, le Parlement de Taïwan a été pris d'assaut, occupé par les étudiants. Et pour éviter que la police intervienne, Audrey Tang a contribué, avec son équipe, à tisser un réseau de caméras dans tout le Parlement pour empêcher effectivement des interventions policières, puisqu'elles étaient inévitablement filmées. Donc Audrey Tang était ce qu'on peut appeler une geek, anarchiste, adepte de la transparence, et donc quelqu'un qui était effectivement activiste de ce point de vue-là. Je discute avec elle de cet épisode, je lui dis « mais vous êtes devenu vraiment anarchiste, est-ce que vous êtes vraiment démocrate au fond ?» Parce que c'est pas pareil l'anarchie et la démocratie. Elle me dit « je suis devenue ministre. Et certes, quand j'étais opposante, j'étais pour la transparence. Mais maintenant, je suis extrêmement vigilante. Pourquoi ? Parce que si toutes les données de l'État taïwanais sont sur la place publique, à qui ça va profiter ? À la Chine. Donc non. Je suis pour la transparence quand il s'agit de conquérir la démocratie comme un instrument de lutte. Mais une fois que la démocratie est installée, il faut du secret, parce que sinon nos adversaires vont nous bouffer. Voilà. Différence entre la publicité, l'exigence de publicité et le désir fou de transparence. Voilà un des défis du temps présent. Voilà un des défis du temps présent, où se passe la limite entre ces données qui sont mises sur la place publique par Wikileaks, etc., et le besoin démocratique, l'exigence démocratique de publicité. Vous voyez que ces 3 pathologies, un peuple-État qui dévore tout, un peuple-société qui dévore tout, un peuple-opinion qui dévore tout, peuvent nous plonger dans une crise démocratique. Est-ce que c'est la fatalité ? Peut-être pas. Parce que, en fait, toutes ces maladies existent, aucune, à mon sens, n'est vraiment mortelle. Mais ça exige, ça nous pose devant une exigence qu'il faut trouver la bonne définition du peuple. Et là, je vous propose, ça sera un élément de ma réponse, un 4e peuple. Ça commence à devenir compliqué. Ce 4e peuple, pour le penser, il faut faire un peu de changement de regard.
Jusqu'à présent, on cherchait un peuple, un visage, dans la rue, sur les bancs de l'Assemblée, dans les médias. On ne le trouvait pas. On pensait que la somme de ces trois peuples pouvait faire le peuple. Ça ne marche pas non plus. Envisageons un autre regard. Ce quatrième peuple n'est pas à penser comme un visage, comme une substance, comme quelqu'un qu'on pourrait rencontrer, mais comme une méthode, une démarche, une capacité collective d'agir. Le peuple, au fait, nous ne le trouvons jamais parce que nous le cherchons mal. Nous cherchons à le voir alors qu'il faut le pratiquer. Cette méthode, c'est ça, la vraie démocratie. C'est cette méthode qui est une forme d'art politique qui consiste à envisager qu'il y a dans une vie collective démocratique qui met le peuple en souverain 4 moments qu'il faut absolument respecter. Ces 4 moments sont simples à énoncer, pas très originaux, mais ils sont profonds à élucider. Il faut des élections, premier élément de la méthode, des délibérations, deuxième élément, des décisions et de la reddition de comptes. Il faut ces 4 moments pour qu'il y ait démocratie. Là où il en manque un, on bascule. Quelques exemples très rapides. Les élections viennent d'avoir lieu en Iran. C'est des élections. Alors, il y a un petit problème dans les élections, c'est que tout le monde ne peut pas vraiment se présenter. Et on a vu, non, déjà un petit bug. En Iran, il y a des décisions qui sont prises. En Iran, il y a de la reddition de comptes. On rend des comptes. Alors, pas forcément au peuple, souvent à Dieu, ou en tout cas ses représentants, mais on rend des comptes. En revanche, il manque quelque chose d'absolument central, il n'y a pas d'espace public libre. Donc, la République iranienne est peut-être une théodémocratie, mais ce n'est pas une démocratie à proprement parler. Prenons la Chine. La Chine, il y a des élections, on ne le sait pas, mais au sein du Parti communiste, qui est un peu la métaphore du peuple, en fait. Le Parti communiste, c'est le peuple. Il y a des délibérations très opaques, il y a des décisions qui sont prises, ça incontestablement. Il n'y a pas de reddition de comptes, puisque la règle établie par Deng Xiaoping en 1979, qui consistait à dire 10 ans et après on change, a disparu avec Xi Jinping, qui est devenu le nouveau Mao. Prenons la Russie. Il y a des élections, je vous le concède, un peu prévisibles. Il y a un espace public, je vous l'accorde, un peu périlleux. Il y a des décisions qui sont prises, incontestablement, mais il manque là encore la reddition de comptes, puisque c'est toujours Poutine qui gagne à la fin, et durablement. Nous ne sommes pas donc en démocratie. En revanche, en France, quoi qu'on dise, même si ça marche pas très bien, et on va voir pourquoi, il y a des élections. Alors, on adore ça malgré tout. On ne va pas voter, mais on adore les élections. On est prêt à d'ailleurs les multiplier, puisqu'on a inventé les élections qui préparent aux élections, même si ces élections qui s'appelaient les primaires, qui préparaient aux élections, étaient surtout le moyen d'user les candidats avant de les utiliser. Bon, on aime les élections. On adore ça. On aime les campagnes, en tout cas. On aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la délibération. Ça, on adore ça, et nous sommes une démocratie bavarde, et tant mieux. Même si délibération et bavardage, ce n'est pas la même chose. On aime beaucoup la reddition de comptes. D'ailleurs, c'est comme pour le bac, on voudrait qu'on basculer du contrôle terminal au contrôle continu. C'est-à-dire qu'on voudrait que nos élus puissent rendre des comptes minute par minute, ce qui n'est pas très raisonnable. C'est comme si notre banquier, dès que notre compte est à découvert, venait nous fermer notre compte. Ce n'est pas forcément raisonnable. Avant même la fin de l'exercice. On est beaucoup plus fragile sur les décisions, en vérité. Beaucoup de difficultés, c'est un des traits de notre démocratie contemporaine, la difficulté de prendre des décisions. Tout le monde dit « oui, on sait ce qu'il faut faire », mais on oublie le comment le faire. Et cette impuissance publique est sans doute le nouveau trait de nos régimes démocratiques, ce qui est un vrai défi.
c'est pas simplement la crise de la représentation qui est le peuple. C'est vraiment l'idée de sommes-nous capables de faire ce que nous savons qu'il faut faire? Et nous sommes tous confrontés à ces murailles d'impossibilité dans tous les domaines de toutes les professions qui sont ici représentées, les films, l'édition, la vie universitaire, la vie économique, par des murailles d'impossibilité qui nous disent on voit bien ce qu'il faudrait faire, mais on ne peut pas. C'est très compliqué, c'est très lourd, c'est très lent, les obstacles sont innombrables. Alors que la promesse démocratique, par excellence, c'est comment un peuple maîtrise son destin. Et ce qui suscite la colère démocratique aujourd'hui, probablement, c'est précisément ça. C'est le fait d'un constat d'impuissance alors qu'on nous promet, peut-être à tort, la toute-puissance. Entre les deux, entre l'impuissance et la toute-puissance, il y a sans doute un moyen terme à trouver. C'est pour ça que le rêve d'une démocratie efficace doit se situer entre ces deux points. Et pour se situer entre ces deux points, il faut que nous prenions conscience, nous autres citoyens, que l'art politique n'a jamais été aussi difficile qu'en démocratie. Jamais. Quand vous prenez ces 4 moments de la méthode, vous voyez que ces 4 arts politiques différents, extrêmement difficiles et probablement incompatibles. Gagner des élections. Avoir l'audace, le souffle de gagner des élections. Comme disait Mario Cuomo, qui était gouverneur de New York, il disait on fait campagne en vers et on gouverne en prose. Très belle formule, mais il faut faire attention que les vers n'empêchent pas la prose, ce qui est un grand risque. Donc le souffle de la conquête, la patience de la délibération. D'un seul coup, l'élu, le prince, doit se faire patient. Le courage de la décision et l'humilité de la reddition de comptes. Comment vous voulez qu'on y arrive? C'est impossible. Nous avons des vertus qui sont radicalement contradictoires. Et nous voulons pourtant qu'ils correspondent à ce rêve idéal. Donc apprenons, nous autres citoyens, c'est un élément. Comment gouverner un peuple roi? Apprenons, nous autres, à être gouvernés. C'est comme cette blague qui me revient à l'instant. Combien faut-il de psychanalystes pour changer une ampoule? La réponse est la suivante, un seul, mais il faut que l'ampoule ait envie de changer. Bon, eh bien, on est un peu dans ce registre-là. Comment gouverner un peuple roi? Il faut d'abord que le peuple roi ait envie d'être gouverné. Or, de ce point de vue-là, la solution est difficile. Donc l'art politique est davantage un art d'être gouverné. Donc vous voyez que la réponse que j'apporte à cette question est une réponse qui n'est pas miraculeuse. Puisque nous sommes en démocratie, au lieu d'attendre tout de nos élus, bien nous devons avoir conscience éminente de notre devoir de citoyen. J'ajoute 2 idées supplémentaires. Première idée, cette méthode démocratique. Oui, ce 4e peuple, je pense que c'est une idée opérationnelle qui correspond effectivement à la vérité de ce qu'est le régime démocratique. Très compliqué parce que élection, délibération, décision, reddition de comptes, ce sont, on pourrait y passer des heures à y réfléchir ensemble, ce sont en vérité des concepts et des pratiques qui sont très difficiles à élaborer. Mais il manque quelque chose dans cette affaire parce que comment pouvons-nous adhérer à la démocratie de manière un peu substantielle, charnelle, si ce n'est qu'une méthode? Je veux dire, on n'est pas prêt à se sacrifier pour une méthode. Il faut quelque chose d'un peu plus. C'est vrai que nous avons perdu la substance du départ, du peuple substance, mais il faut retrouver quand même quelque chose d'historique, d'incarnation. D'où, je pense, un 5e peuple, et je vous promets que je m'arrête là, en tout cas sur le peuple, après ma conclusion, qui est la synthèse de tout. Ce 5e peuple, c'est le peuple récit. C'est-à-dire, pour le dire très simplement, la méthode démocratique est universelle. Vous la trouvez en Inde, en Angleterre, en France, en Corée du Sud, à Taïwan, au Botswana. Cette méthode est universelle, mais la manière dont on la met en œuvre est toujours singulière. Et quand vous regardez les démocraties, elles sont très différentes. Pour un Français, le spectacle de la démocratie américaine est tout à fait absurde.
des élections où la personne qui est élue n'est pas forcément celle qui ramasse le plus de voix, des sénateurs qui sont toujours 2 par État, alors même que la population des États est extrêmement différente. Pour nous, c'est un système extrêmement bizarre, cette démocratie américaine. Avec un système électoral ultra sophistiqué, on se dit, mais ces Américains ne sont pas vraiment des démocrates. Si, ils sont des démocrates, simplement pour eux, il y a quelque chose de sacré, c'est la Constitution. Et on y touche le moins possible. Toucher à cette Constitution, c'est mettre en péril le seul pivot. Donc c'est une méthode appliquée dans des contextes particuliers. Pour les Américains, au demeurant, quand ils regardent la France, ils se disent « la France n'est pas du tout une démocratie, c'est une monarchie ». Et ils ont raison. En un sens, effectivement, nous sommes encore dans un régime de monarchie. Pourquoi ? Parce que c'est l'histoire de France. Qui a fait la France ? L'État royal. La France n'existait pas, c'est une création de l'État royal. Et donc, il nous reste un trait monarchique, même dans des institutions républicaines. Et quand on regarde les Anglais, le spectacle de l'Angleterre nous paraît un peu étrange. Quand on regarde la maison du Premier ministre anglais, petite maison bourgeoise un peu médiocre, on se dit, mais c'est quoi ? Oui, c'est la monarchie anglaise, monarchie constitutionnelle, c'est une démocratie, mais le cabinet est à sa place, du côté des commodités. Voilà. La vraie grandeur, même si elle est vide, se situe dans la monarchie, même si celle-ci est très critiquée. Et quand on regarde un débat parlementaire anglais, on est frappé de la violence verbale extrêmement forte. La reddition des comptes est très stricte. Quand Margaret Thatcher et Tony Blair ont tous les deux raconté cette expérience, des questions au gouvernement qu'on posait au Parlement. Alors, j'ai fait un petit peu de cabinet politique. En général, vous voyez, les conseillers préparent des fiches pour les ministres lors des questions du gouvernement. Donc le ministre, il y va préparer. Pas en Angleterre. Toutes les questions peuvent arriver. Il n'y a pas de préparation possible. Et Tony Blair dit, tous les jours, le mercredi, alors il a changé la date, tous les jours, mercredi à midi, même quand depuis que je ne suis plus Premier ministre, j'ai un petit frisson de terreur qui me parcourt la colonne vertébrale. Aucun régime n'a autant mis en scène la reddition des comptes. Toutes les questions peuvent arriver. Et on peut être très, 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 très mauvais, se planter. Et donc, voilà, c'est un autre spectacle. Et donc, vous voyez que chaque démocratie, la démocratie indienne est aussi formidablement étrange. Comment envisager une démocratie structurée sur le système de caste ? Et pourtant avec un espace public qui ne fait pas lire d'envie tous les responsables de journaux en France. Le tirage des journaux en Inde est hallucinant. L'espace public est ultra actif. Pas de modèle unique, une méthode, mais des histoires différentes. Simplement, et je termine par là, on a le sentiment, dans cette diversité qui est en même temps, vous le voyez, une richesse extraordinaire, de ces 5 peuples, on a le sentiment que la démocratie aujourd'hui est en crise, peut-être même en déclin, en tout cas en très grande fragilité. Certes, elle est attaquée par des régimes différents, les démocratures ou les régimes illibéraux, c'est-à-dire les régimes qui veulent prendre quelques libertés avec les libertés. Elle est contestée par ce qu'on appelle le populisme, qui est un concept assez peu clair. Finalement, le populisme, c'est pas antidémocratique. Le populisme, c'est hyper démocratique. Et on a tort de confondre fascisme et populisme. Le fascisme est une critique de la démocratie. Le populisme, c'est une demande de toujours plus de peuple et de toujours plus de pouvoir. Ce qui est un rêve fou, mais un rêve auquel il faut répondre. Et puis nous avons aussi cette conscience profonde, et je termine par là, que la démocratie, au fond, c'est pas bien, c'est mal, c'est faible, et puis qu'elle est entachée de toute une série de péchés qui font que notre civilisation, la civilisation de la démocratie, je l'appelle comme ça, finalement a été impérialiste, est colonialiste, reste machiste, esclavagiste, et qu'il faut donc, non pas être fier, mais être au contraire
critique, acharnément critique à l'égard de ce que nous sommes. La réponse à cette question me semble pourtant claire. Certes, comme toutes les grandes civilisations, la civilisation de la démocratie a été impérialiste, colonialiste, machiste, esclavagiste, je vais laisser ça de côté. Mais surtout, c'est la seule grande civilisation, parmi toutes, qui a été anti-impérialiste, anti-esclavagiste, et qui a permis l'émancipation de la femme. Donc au lieu de nous dire que nous avons péché, on peut dire que nous nous sommes efforcés de quêter l'absolution. Et par ailleurs, c'est le régime, c'est là où les thématiques de mon travail se résument un peu, qui permet aux individus de grandir. À Rome, les maiores, les majeurs, c'étaient les pères de famille. Tous les autres étaient des mineurs. La majorité était l'exception, la minorité était la règle. En démocratie, la majorité est la règle, la minorité est l'exception accidentelle. Nous sommes donc la civilisation qui permet de grandir, la civilisation des adultes, des grandes personnes. Ce pourquoi aussi, il faut, comme un adulte, renoncer à la fois à la toute-puissance et à l'impuissance. Apprendre à être déçu, peut-être apprendre à être un peu frustré, ne pas prendre tous ses désirs pour des réalités. Au fond, la civilisation de la démocratie, c'est ce qui fait sa force, mais il faut que nous en ayons conscience pour pouvoir permettre de gouverner un peuple roi. C'est, tous les humains sont grands, tous les humains peuvent grandir, et le plus beau, mais le plus difficile, nous pouvons grandir ensemble. Je vous remercie.